Ah, les droits de l'homme. On a l'impression que ça va de soi, non? Une idée simple, évidente. Et pourtant, si on gratte un peu la surface, on découvre une histoire bien plus complexe. Une histoire pleine de conflits et de débats acharnés. Et c'est justement cette complexité qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée des droits de l'homme est tout sauf un long fleuve tranquille. En fait, depuis sa naissance, c'est un véritable champ de bataille. Un champ de bataille à la fois idéologique et juridique. Alors plongeons ensemble dans cette histoire fascinante. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va commencer par le champ de bataille idéologique. Ensuite, on passera dans les coulisses, dans la machine juridique, pour voir ce qu'en disent les experts du droit. Et on terminera en se demandant, mais au fond, à quoi servent toutes ces critiques? Et on verra que c'est peut-être essentiel. Allez, c'est parti pour le premier volet, le champ de bataille idéologique. Il faut bien comprendre que dès le départ, dès la Révolution française, cette idée de droit de l'homme a été attaquée. Des voix très puissantes se sont élevées contre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces critiques n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont transformées, adaptées, et elles résonnent encore très fort aujourd'hui. La première grande attaque, elle vient d'un certain Karl Marx. Pour lui, soyons clairs, la fameuse déclaration de 1789, ce n'est pas du tout un texte pour tout le monde. Non, c'est un outil conçu par et pour la bourgeoisie. Et le point central de son argument, c'est le droit de propriété. En le rendant sacré, intouchable, la déclaration permet en fait à une classe sociale d'asseoir sa domination économique sur les autres. Pour Marx, la vraie histoire, elle ne s'écrit pas avec des lois, mais avec la lutte des classes. Ok, autre critique, autre angle d'attaque. Et si les droits de l'homme n'étaient pas si universels que ça? C'est le cœur de la critique universaliste. L'idée, c'est que ces droits sont en fait une invention purement occidentale, et que vouloir les imposer au monde entier, eh bien, c'est une forme de néocolonialisme culturel, une façon de faire passer des valeurs propres à l'Occident pour un idéal valable pour toute l'humanité. Et ce qui est vraiment fascinant avec cet argument, c'est sa longévité. Il est super adaptable. Regardez, dans les années 70, c'est l'URSS et ses alliés qui l'utilisent pour dénoncer l'impérialisme de l'Ouest. Et aujourd'hui, eh bien, on entend exactement le même discours, mais de la part de régimes autoritaires qui s'en servent pour refuser, par exemple, l'égalité femmes-hommes ou les droits LGBTQI+, en disant « Ah non, ça c'est vos trucs d'occidentaux, pas les nôtres ». Troisième grande famille de critiques, et là on change complètement de registre, c'est la critique réactionnaire. Attention, ici, on n'est plus dans la nuance. On ne cherche pas à améliorer les droits de l'homme, on les rejette, totalement, en bloc. C'est une attaque frontale contre le cœur même de la Révolution, l'idée que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Et là, c'est super important de ne pas confondre réactionnaire et conservateur. Un conservateur, grosso modo, il veut conserver ce qui existe, ou revenir à un passé pas trop lointain. Le réactionnaire, lui, est beaucoup plus radical. Son projet, c'est de remonter le temps, de carrément annuler la Révolution pour revenir à l'ancien régime, la monarchie, la société d'ordre, bref, un monde où on n'est pas égaux et où tout dépend de sa naissance. Et cette pensée réactionnaire, elle a une longue histoire. Ça commence dès 1789 avec des gens comme Edmund Burke qui sont horrifiés par la Révolution. Plus tard, en France, on la retrouve chez l'Action française au début du XXe siècle. Elle va même infuser l'idéologie du régime de Vichy avec sa fameuse devise « Travail, famille, patrie » qui est l'antithèse des droits individuels. Et aujourd'hui, elle a pris une nouvelle forme, c'est la critique du droit de l'hommisme, l'idée qu'on aurait trop de droits, que ça affaiblit la nation, surtout quand ça concerne les étrangers. Ok, on a vu les grandes batailles idéologiques. Maintenant, on change de perspective. On va s'intéresser à des critiques plus techniques, plus subtiles. Celles qui viennent non pas des politiques, mais des juristes eux-mêmes. Eux, ils regardent les droits de l'homme avec leur loupe de spécialistes du droit. Et ce qu'ils voient, c'est un sacré bazar. Le premier problème pour un juriste, c'est ce qu'ils appellent l'hétérogénéité. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est simple. Dire les droits de l'homme, comme si c'était un seul et même bloc, ça n'a aucun sens en droit. En réalité, c'est une collection de droits très différents les uns des autres. Chacun a ses propres règles du jeu, sa propre puissance, ses propres limites. Prenons un exemple pour bien comprendre. Le droit de ne pas être torturé. Celui-là, il est absolu, indérogeable, comme on dit en droit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune exception, jamais. Même en cas de guerre, de terrorisme, rien. On n'y touche pas, c'est un pilier. Maintenant, prenons un autre droit, la liberté d'expression. C'est super important, bien sûr, mais ce n'est pas un droit absolu. Il y a des limites fixées par la loi. On n'a pas le droit de tout dire. Par exemple, on ne peut pas inciter à la haine ou faire l'apologie de crimes. C'est donc un droit fondamental, mais qui est encadré. Et un troisième exemple, encore différent, le droit au travail. Là, on ne peut pas aller voir un juge et lui dire « donnez-moi un travail ». Ça ne marche pas comme ça. C'est ce que les juristes appellent un droit créance,
Ça veut dire que l'État a une dette envers les citoyens. Il doit tout faire pour créer de l'emploi. C'est une obligation de moyens, pas de résultats pour chaque individu. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, les juristes ont eu une idée, classer les droits par génération. C'est assez malin. La première génération, c'est celle de 1789, les libertés fondamentales. La deuxième, ce sont les droits sociaux, comme le droit à l'éducation. Puis c'est venu une troisième génération, avec le droit à un environnement sain. Et aujourd'hui, on parle même d'une quatrième génération, avec tout ce qui touche au numérique. Deuxième gros problème pour les juristes, l'indétermination. En gros, les mots-clés des droits de l'homme, liberté, égalité, dignité, sont flous. Ce sont de grandes valeurs, de beaux principes, mais ce ne sont pas des règles précises, comme une limitation de vitesse. Personne n'a la même définition exacte, et surtout, leur sens change tout le temps. Le meilleur exemple, c'est le mot « égalité ». Regardez son parcours en France. En 1789, égalité, ça veut dire la fin des privilèges pour les hommes. Point. En 1848, ça veut dire le droit de vote, toujours pour les hommes. Et il faut attendre 1944 pour que les femmes obtiennent enfin ce droit. Le mot égalité n'a pas bougé, mais ce qu'il y a dedans, ce qu'il signifie concrètement, ça a été complètement révolutionné. Et enfin, dernière critique juridique, la conditionnalité. C'est l'idée que tous les droits ne se défendent pas de la même manière. Pour un droit de première génération, comme la liberté de la presse, si un journal est censuré, un juge peut intervenir et annuler la censure. C'est direct. Mais pour un droit de deuxième génération, comme le droit à la santé, le juge ne peut pas construire un hôpital tout seul. Il faut de l'argent, des médecins, du matériel, une politique publique. Bon, alors, avec toutes ces critiques, politiques, juridiques, on pourrait se dire que l'idée des droits de l'homme est mal en point, qu'il faut peut-être la mettre à la poubelle. Eh bien, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. On va voir que ce sont justement ces critiques qui la rendent plus forte. Et on arrive au cœur du sujet. Ce fameux flou juridique, cette indétermination dont on parlait, ce n'est pas une faiblesse, c'est en fait sa plus grande force. C'est justement parce que des mots comme liberté ou égalité ne sont pas gravés dans le marbre, qu'ils peuvent évoluer, qu'ils peuvent s'adapter aux nouveaux défis de la société à chaque nouvelle époque. Donc, si on doit résumer, il faut voir les droits de l'homme non pas comme un texte sacré et immuable, mais plutôt comme une immense conversation qui n'en finit jamais. Toutes les critiques qu'on a vues, elles ne sont pas là pour détruire l'idée. Au contraire, elles l'alimentent, elles la forcent à se remettre en question, à devenir meilleure. C'est ce débat constant qui est en fait son moteur. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question pour l'avenir. On a eu les droits civils, sociaux, environnementaux, numériques. Alors, quelle sera la 5e génération de droits ? Face à l'intelligence artificielle, au changement climatique, quel nouveau droit va-t-on devoir inventer ? Peut-être le droit de ne pas être jugé par un algorithme ? Ou le droit des générations futures à un climat stable ? Une chose est sûre, la conversation est très très loin d'être terminée.